Bonsoir presque, puisque nous voilà arrivés à la fin de ce Power Earth Summit. Et je vous cache pas que Flora, Thomas et moi sommes à la fois très flattés, peut-être un peu intimidés aussi, à l'idée de clôturer cette séance, ce sommet qui avait été ouvert par Barack Obama ici même mercredi soir. Alors au cours de ces 2 jours, vous avez beaucoup parlé et entendu parler d'industrie, d'investissement, de réglementation, de concurrence internationale, de mix énergétique. Et bien pour terminer, on voulait vous parler de quelque chose de beaucoup plus léger, ou peut-être de beaucoup plus sérieux ou profond, je ne sais pas, je vous laisse juge. On voulait vous parler de désirabilité. Comment susciter l'envie, comment réveiller les masses, comment conquérir le temps de cerveau disponible des citoyens pour le mettre au service de la transition. Eh bien, nous allons en parler. Nous allons parler de communication, de politique, d'envie et de deuil avec nos invités. Flora Gebali et Thomas Parouti, bonsoir. Bonsoir. On est un peu décalé, hein. Je ne sais même pas si c'est bonjour, bonsoir, 16h30, on est un peu entre deux eaux. C'est bonjour. Bonjour. Ok, très bien. Eh ben Thomas, puisque vous êtes en verve, je vais commencer par vous présenter. Donc, vous êtes expert de la communication. Ça fait 25 ans que vous conseillez les marques en matière de transition et de communication responsable et vous avez fondé l'agence Mieux en 2009. C'est une agence qui fait partie des premières à s'être positionnée sur l'idée qu'il fallait valoriser les politiques RSE et les stratégies d'impact des entreprises. Vous avez bien sûr une raison d'être, on peut la citer. Accélérer la transition écologique et solidaire grâce à la communication. Merci beaucoup de m'inviter. À vos côtés, Flora Gebali. Bonsoir Flora. Bonsoir. Bonjour, on a dit. Bonjour, on a dit, pardon, je suis désolée, j'y arrive pas, il fait noir, vraiment, je suis désolée. Flora, vous avez fondé un cabinet de conseil en environnement qui est baptisé Coalition. Vous avez écrit 2 livres, Ma génération va changer le monde et Le syndrome de la fourmi, voir et dépasser les barrières mentales de l'inaction écologique. Ce mouvement des fourmis, c'est aussi le nom d'un mouvement bénévole que vous avez lancé et il a pour objectif de mettre l'écologie au cœur de la prochaine présidentielle. Voilà, vaste programme, n'est-ce pas? On pourra en parler. Alors pour débuter cette dernière séance, je voulais reprendre les propos d'un politologue et non pas d'un politicien, donc c'est pas ceux de Barack Obama, mais plutôt Pascal Perrineau, qui est un politologue français qui est spécialiste de sociologie électorale. Et il se trouve que je l'ai entendu par hasard cette semaine, le même jour qu'Obama, mercredi, parler du peuple français. Et il expliquait que le peuple français était extrêmement pessimiste et il expliquait pourquoi. Et ben c'est parce qu'en fait nous avons des très grandes attentes en matière de politique, héritage de notre passé révolutionnaire, et qu'en fait on était perpétuellement déçus, d'après lui, de la politique. Parce que la politique, c'est un changement par petites touches et c'est pas possible de faire des grands changements. Alors vous, Flora, est-ce que vous croyez aux grands changements par la politique ? Alors déjà, moi, je ne crois pas au peuple de France. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui de nous, 70 millions que nous sommes, nous pensons que ou nous croyons que. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Il y a un autre politologue qui s'appelle Jérôme Fourquet qui a parlé d'archipel français, qui montre qu'on est plutôt plein de petits îlots qu'une croyance commune. Ceci dit, moi je crois pas du tout non plus au grand soir, à la révolution, au fait que on puisse à un moment tout renverser le système et bâtir quelque chose d'autre. D'ailleurs, mon livre Le syndrome de la fourmi que vous avez montré, il a été écrit à partir d'une première question. C'était un moment où on était, voilà, moi c'était vraiment une question que je me posais. Qu'est-ce que je préfère entre le chaos politique et le chaos climatique? Parce que j'étais dans mon métier, dans mon activisme, au milieu de ce qu'il y a sur ta veste, les warming stripes, à savoir vraiment dans la réalité scientifique et climatique. Donc, avec le chaos devant moi, parce que ça c'est la réalité scientifique et qu'on peut expliquer par A plus B qu'il faut être optimiste et pas angoisser les gens. Il faut appeler un chat un chat. Et en même temps, cette conviction que la démocratie est le meilleur des systèmes et que le chaos politique, ça m'intéresse pas non plus. C'est-à-dire, la Révolution française, ça valait le coup parce que grâce à eux, on est en démocratie et on est dans le plus beau pays du monde d'un point de vue, enfin ça c'est mon opinion, mais de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et on pourrait encore aller plus loin. Mais faut pas oublier la terreur, tout le sang versé, etc. Donc j'avais vraiment cette question interne de qu'est-ce que je préfère entre le chaos climatique et le chaos politique. Et toute la question c'est est-ce qu'il va falloir choisir? Et aujourd'hui on est à la fin d'un monde qui a été inventé en 1945, qui est le monde de la sortie de la guerre, où il y a eu le plan Marshall, où il y a eu l'hégémonie américaine, quoi qu'on en dise, qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est pas du tout ce que je viens raconter là. Ce que je dis, c'est qu'on est à la fin et que tout le monde a conscience, ça prend du temps
ans, même Barack Obama l'a dit, même nos dirigeants politiques, on dit souvent que l'État a 40 ans de retard sur l'histoire, mais ça y est, il commence à percuter. Donc on est à la fin d'un cycle et toute la question, c'est est-ce que l'humanité va être capable pour la première fois de faire une transition vers la civilisation d'après, qui j'espère sera la civilisation écologique, encore que c'est pas sûr, sans grande violence et grand chaos, sans guerre mondiale, on pourrait dire. Et en fait, l'actu nous donne des exemples, des contre-exemples tous les jours, selon comment on regarde, selon si on est optimiste ou pessimiste. Ça, c'est juste une envie, un espoir d'imaginer qu'on puisse faire cette transition sans que surgissent les monstres, pour citer Gramsci. Et moi, je crois profondément en la politique pour ça. Et je crois que le seul allié qu'on a, c'est la politique. C'est aussi ce qu'a dit Barack Obama mercredi, c'est qu'à un moment, les entreprises, le marché, quand on lui donne la direction, il suit. Et là, on découvre que ce sommet est organisé pour donner la direction aux politiques. C'est dire à quel point les choses dysfonctionnent. Alors vous parlez de la fin d'un monde et en fait ça tombe bien parce que toujours dans cette interview, même si vous n'étiez pas d'accord avec ce sociologue, il disait autre chose aussi. Il disait que ça y est, on en était arrivé à un point où on savait ce qu'on rejetait, donc je partage entièrement cette idée de fin d'un monde. En revanche, qu'on avait beaucoup de mal à savoir ce qu'on voulait et ce qu'on désirait. Donc est-ce qu'aujourd'hui, certes, on est à l'aube d'un nouveau monde, mais ce monde est encore trop flou. Est-ce qu'il y a un récit à inventer et à redéfinir, un récit de désirabilité autour de l'avenir, Thomas ? Mais pour rester sur cette question politique, dans un premier temps, le problème, je peux être assez d'accord avec le politologue qui dit, voilà, on reproche plein de choses du passé, on tourne la page, sauf qu'on n'a pas de vision claire. En fait, le temps du politique, il est très différent du temps climatique. Et on sait, par exemple, si tous les humains passent à 2 tonnes, il faut 40 ans pour qu'il y ait des boucles rétroactives et qu'on reparte dans une dynamique où ça va aller mieux. Donc forcément, celui qui est élu, il n'a pas 40 ans ou 60 ans ou 80 ans à considérer. Alors on a eu des super exemples avec cette super table ronde sur la ruralité, où on est sur une autre dimension, mais le temps du politique, il est très différent du temps du climat, et donc on est à la bourre, et aujourd'hui, franchement, il n'y a pas de vision politique pour inventer ce nouveau monde. Voilà. Après, la politique, ils ont quand même des outils pour subventionner, pour inciter, pour contrôler, pour comme je représente moi un peu le côté entreprise, marque, aujourd'hui, l'ADEME, qui était juste là avant et qui fait plein de trucs vachement bien, a fait cette campagne il y a quelques semaines au moment du Black Friday avec les dévendeurs, qui a choqué évidemment plein d'hommes politiques un peu tradis. Bruno Le Maire a dit « touchez pas à ma croissance, vous n'avez pas le droit de faire les dévendeurs ». Donc le politique, en tout cas le gouvernement actuellement, il peut donner une direction, participer un peu à la vision. Mais on a vu qu'il y avait tellement de blocages sur plein de sujets écologiques de la part de ce gouvernement, que ce soit la suspension du plan éco-phyto, etc. C'est vrai qu'on peut se dire où est la vision ? Et donc aujourd'hui, il faut certainement inventer un nouveau récit national. Et je pense qu'aujourd'hui, le nouveau récit national, on l'a pas. On part dans tous les sens. Tout le monde a des envies. Et il y a des personnes qui sont vraiment très conservatrices, hein, et on va citer le problème. Le problème, c'est CNews, c'est Bolloré, c'est des gens comme ça. Oui, à un moment, il faut utiliser les mots des mots. Hein. Donc il faut essayer de donner une vision un peu plus positive, constructive. Voilà, il y a un documentaire qui doit s'appeler « Une fois qu'on sait », en tout comme ça le titre, c'est à peu près ça. Une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, quand j'ai compris. Et c'est un peu ce qui a été dit à la table ronde d'avant, c'est la coopération. Voilà, comment on va tous coopérer ensemble pour inventer de façon constructive, positive, un monde nouveau. J'ai l'impression que tu voulais dire quelque chose, Florent. Oui, j'étais en train de le noter pour pas l'oublier, parce que c'est vendredi soir pour tout le monde. Hein. Non, justement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment, si ce sujet vous intéresse, un essai de Raphaël Lorca qui s'appelle « Le roman national des marques » et qui raconte comment les marques, ce serait intéressant, toi qui travailles avec elles et sur des sujets de communication, d'avoir ton retour, raconte le roman national et comment aujourd'hui, c'est les marques qui guident
le récit collectif. Le problème, c'est que même si on a des marques françaises qu'on adore, on va pas se mentir, les marques, c'est souvent pas de chez nous, les grandes marques qui font récit, Coca-Cola, McDonald's, Nike, machin, TikTok, parce qu'elles viennent pas toutes des États-Unis, c'est souvent pas de l'Europe qu'elles viennent, en tout cas, même si, attention, j'adore nos marques françaises et je les défends. Comment ? Le luxe, oui, l'alimentation. Oui, on a le luxe, on a l'alimentation. D'ailleurs, Bruno Le Maire, vu qu'on l'a déjà cité, était contre la loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale contre la fast fashion pour défendre le whisky en Chine, parce que si on attaque Chine en France, eux, ils vont attaquer le whisky, notre whisky. Donc oui, bien sûr que nos marques, elles racontent qui nous sommes. Mais en tout cas, cette question du roman national des marques, elle est très intéressante parce que elle raconte ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie d'être. Et je crois qu'en Europe, on a un problème sur la question de la projection et de la désirabilité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'entrée de la Coupe du Monde de rugby, il y a eu un très joli tableau, moi il m'a beaucoup plu, avec Jean Dujardin sur la France des années 50, mais certains journalistes se sont permis de critiquer et d'appeler ça la France rance, et de raconter qu'on a du mal à raconter la France de 2030, la France de 2050, et que la France qu'on aime raconter, c'est celle de 1950. Pourquoi pas ? Moi j'ai trouvé ce tableau assez joli et poétique, et pourquoi tout politiser à la fois, peut-être que c'est trop critique, mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose de juste là-dedans, qui est où est-ce qu'on a envie de se projeter. Et quand on rencontre les acteurs de la révolution énergétique qui sont sûrement dans la salle ou dans le salon, on découvre qu'elle existe, la France de 2050. Il existe le modèle de civilisation écologique qu'on a envie de défendre. Il existe surtout en France. Moi, je vais vous dire, mercredi, j'ai été surtout surprise par le fait que Barack Obama a certainement pas un train d'avance sur nous. Bien au contraire, on a 3 trains d'avance sur lui. Parce que quand il nous dit que, et c'est pas grave, enfin, je fais pas une concurrence avec Barack Obama, je l'admire et j'étais en groupie total de le rencontrer, hein. Je suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que Barack Obama, quand il nous explique que c'est ses filles qui lui mettent la pression sur le réchauffement climatique, je crois qu'on a les meilleurs ados du monde en Europe, et particulièrement en France, parce que on a les ados les plus convaincus et les plus engagés. Quand Barack Obama, il nous explique que la question, c'est les réfrigérateurs, nous, on a même des ministres qui nous ont fait un plan col roulé l'année dernière, donc eux, ils sont passés à l'acte, tandis que Barack Obama, c'était juste une idée comme ça qu'il raconte pour faire du storytelling. Et je critique souvent ce gouvernement, mais le plan col roulé, il a fait baisser notre consommation de 11%. Donc pour le coup, le plan col roulé, c'était une bonne mesure politique qui reposait sur le discours, parce que c'était vraiment, regardez, nous on se porte un col roulé, faites comme nous, quoi. Voilà, et ce que je veux dire par là, c'est que les faits existent. Moi, ma frustration, elle est là. Les acteurs de la révolution énergétique, ils existent. Les acteurs de toutes les révolutions sur le terrain, ils sont là. Et je trouve ça dingue que ce soit le marché qui aille dire aux politiques « Eh oh, on est là, venez, on fait un truc ensemble ». Ça devrait tellement être l'inverse. Et c'est vraiment une crise politique pour moi qu'on vit à ce niveau-là, dans cette transition qu'on espère pacifique et rapide, puisque c'est ça les 2 enjeux. C'est vraiment un problème que ce soit pas l'Europe qui conduise, l'Europe, les nations européennes qui conduisent les entreprises, mais que ce soit l'inverse. Non mais alors c'est un problème de quoi en fait, de quel pouvoir qu'on met où? Est-ce que c'est un problème de lobbying puisque ces acteurs ils existent? Est-ce que c'est un problème de pub? C'est-à-dire que quand LVMH arrive à se faire entendre dans le monde ou Coca-Cola arrive à se faire entendre dans le monde, pourquoi ces acteurs-là n'y arrivent pas finalement? Est-ce que promouvoir la promotion c'est une affaire de budget de com? Alors je pense qu'il y a des gros blocages et pour moi le sujet de la transition il est pas tellement technologique et technique. On voit bien qu'il y a de la R&D, de l'innovation partout et qu'on trouve des solutions. On a parlé des 4 scénarios de l'ADEME dans la table ronde juste avant, là, les tables France 2050. C'est vachement intéressant à creuser. Regardez vraiment bien ça, parce que c'est 4 visions du monde différentes, mais voilà, ça avance. Et donc, en fait, pour moi, le problème de la transition, il n'est pas tellement technologique, il est avant tout culturel. Voilà. Et c'est pour ça que les marques ont un rôle à jouer, c'est pour ça que la politique a un rôle à jouer, c'est quelle est la société qu'on va inventer ensemble. Et il y a encore des blocages, et le premier des blocages qui nous empêche d'inventer un peu le monde de demain, c'est le sujet de la croissance. Ça a été cité un peu avant, après on peut mettre son degré de militantisme à 0 ou à 100, à un moment on va falloir parler de la réalité, et si on ne parle pas de décroissance, on va parler de nouvelle croissance, de post-croissance, de réduction de la consommation des ressources et d'aller vers une économie plus circulaire et moins linéaire, etc. Mais je pense qu'il y a des blocages qui existent encore, qui sont forts, qui nous évitent de réfléchir et d'inventer demain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, ce qui se passe, c'est que
excusez-moi pour la tribune, pour les journaux, pour la pub, pour le cinéma, mais franchement, ces personnes-là qui sont censées participer aux imaginaires et à la culture, franchement, on a été très mauvais depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans. Voilà. Les sujets d'environnement n'ont pas été traités. En 72, il y a la première COP qui s'appelait pas COP, mais il y a la première conférence de l'ONU. Il y a le rapport Meadows, enfin il y a plein de trucs qui sortent. Et en 71, il y a WWF ou Greenpeace ou voilà. Il y a 50 ans, il y a une prise de conscience très forte. Et ça n'a pas été suivi. On n'a pas réinventé. La culture a été nulle. Le cinéma. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé des dystopies. Voilà. Donc, encore récemment, Netflix nous a proposé Don't Look Up. Voilà. Donc, des films catastrophes, ça, on est assez fort. Par contre, des films un peu plus jolis, alors on pourrait mettre Avatar là-dedans, peut-être, qui parle d'environnement et de nouvelles civilisations de façon un peu différente. C'est pas de l'environnement, mais il y a le film Barbie qui a été très apprécié par plein de gens, beaucoup critiqué, mais qui donne une autre vision de la femme. On va pas rentrer là-dedans parce qu'on est là pour parler d'énergie, mais on peut faire un off-site à un moment pour parler de ça. Donc le monde du cinéma, le monde de la culture, il y a quelques bouquins qui sont sortis. Il y a Jean-Pierre Gou qui a écrit un livre, Révolution bleue, le siècle bleu, il y a plein, voilà. Et il s'avère qu'il y a une CEC, alors donc la Convention des entreprises pour le climat, qui est un modèle de réflexion, formation, parcours qui s'inspire très fortement de la Convention citoyenne pour le climat que Macron avait fait il y a 4-5 ans. La CEC, qui a fait des CEC régionales, qui a fait des CEC sectorielles, est en train de lancer la CEC des nouveaux imaginaires, où sont présents des agences de communication, des gens qui font de la production, donc Netflix par exemple en fait partie, France Télé en fait partie, il y a des marques évidemment, et il y a des médias. Voilà. Donc on va essayer de réfléchir aux nouveaux imaginaires tous ensemble, et justement à quels sont les nouveaux récits qu'on invente pour créer de la désirabilité, pour justement embarquer les citoyens, qu'on appelle maintenant des consommateurs, vers une nouvelle société. On est un média économique, donc je ne peux pas m'empêcher de vous poser un peu la question des chiffres. Le poids de la pub aujourd'hui, ça pèse combien? Il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment sur les plus gros annonceurs en France. Voilà, c'est quoi les budgets de pub? C'est quoi les budgets des grosses marques? Quel est l'argent qui va là-dedans? Et si finalement on veut, nous aussi, s'emparer de la publicité pour essayer de marketer la transition, il faut combien? Alors, en fait, si je vous dis ça fait 5 ou 50 milliards, je pense que c'est pas révélateur. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est la façon dont on a créé de la valeur et dont la part de la publicité dans les budgets et dans le chiffre d'affaires. Par exemple, à un moment, alors il y a aussi débat là-dessus parce que c'est pas toujours officiel, mais on sait que Nike Adidas, c'est 30% du chiffre d'affaires. Il disait à un moment qu'une paire de Stan Smith, vous voyez ce que c'est, je suppose, parce qu'il y a un Parisien sur 2 qui a une paire de Stan Smith, qui coûte 86 €. Il y a 2/3 du prix qui a été inventé dans la publicité, qui a été mis dans la publicité. Une paire de Stan Smith, sortie d'usine, comme on dit, ça doit coûter 3 ou 4 balles. On le transporte avec un avion et ensuite on le met dans un magasin et il faut évidemment rémunérer le retail. Mais globalement, ça coûte 20 balles et on a rémunéré tout le monde, Nike, Decathlon ou Foot Locker. Et donc en fait, le reste, c'est de la publicité. Donc on voit bien qu'il y a un problème. D'ailleurs, il y a certains qui ont proposé une marque de sneakers, deux mecs qui s'appellent Sébastien et Ghislain, qui ont inventé Veja en 2005. Je peux dire que Thomas a des Veja au pied. Je regardais justement quand tu as parlé de Stan Smith. Je cache mes chaussures, parce qu'on va penser que je suis sponsor. Non, il n'offre aucune paire de chaussures à qui que ce soit. C'est une question qui leur a déjà été posée. Donc, on peut faire des chaussures. Alors, comme ils disent, nous, on a réinventé le concept de la sneakers et tout. Donc, la publicité a une part très importante. Et je pense que la publicité, les budgets publicités vont décroître dans les prochaines années. Même si, évidemment, et je dis pas ça parce que c'est mon métier, je crois que la publicité est quand même un accélérateur de culture. Et ça a des mauvais effets, hein. Red Bull, grâce à la pub, grâce à machin qui a sauté dans l'espace, grâce à tous les sports extrêmes sponsorisés, est une boisson mondiale alors que c'est dégueulasse, c'est dangereux, etc. Après, moi, ma mission depuis 15 ans, c'est d'utiliser la publicité pour favoriser des bons comportements qui vont dans le sens de l'histoire telle que je la pense, c'est-à-dire dans le sens du développement durable.
Il y a un super livre qui s'appelle Alchemy de Rory Sutherland, qui est boss chez Ogilvy et qui explique justement comment Red Bull, ils ont fait tester Red Bull, tout le monde a trouvé ça vraiment dégueulasse et finalement, ça a réussi à se vendre partout grâce au marketing. Je me prononcerai pas sur le goût. En revanche, il explique que rien que de passer la pub Red Bull avec l'association au sport extrême, ils ont fait, alors je vous le raconte en 2 secondes, on a un peu de temps, ils ont testé, ils ont donné un cocktail avec des Red Bull à boire à 2 types de population. Il y en a, c'était du Red Bull, enfin c'était du Red Bull pour tout le monde, mais en faisant croire à certains que c'en était, et d'autres que c'en était pas. Ceux qui pensaient avoir bu du Red Bull se sont sentis beaucoup plus courageux, beaucoup plus extravertis que ceux qui pensaient ne pas avoir bu de Red Bull, tout simplement parce que boire du Red Bull, c'est associé à être extraverti, au sport extrême. Voilà, ça change les comportements. Donc, il le raconte beaucoup mieux que moi. C'est un super livre, lisez-le. En attendant, Flora, je sens que tu as envie de rajouter quelque chose. Non, mais moi, j'ai relaté une étude dans mon précédent livre qui mettait 2 groupes de travail dans 2 salles différentes, qui étaient là pour une fausse étude. Enfin, on leur faisait croire qu'ils venaient pour une étude. Dans une salle, ça sentait le citron, et dans l'autre, ça sentait pas le citron. Et dans la salle où et on leur donnait des cookies pour le temps qu'ils remplissent un questionnaire, grignoter des cookies. Dans la salle où ça sentait le citron, tout le monde a nettoyé ses miettes. Dans la salle où ça sentait pas le citron, les gens n'ont pas forcément nettoyé leurs miettes. Ça va très très loin, cette histoire. Tout ça pourquoi ? Parce que le citron fait appel à la propreté pour nous. Mais c'est une construction totale des labos, puisque le citron est pas du tout on croit tous ça, que le citron aide à rendre propre ces trucs. Pas du tout. C'est une construction. Et moi, j'avais trouvé cette étude très intéressante parce que je crois qu'en Europe, on a négligé, depuis cette civilisation industrielle qui est sous hégémonie américaine aujourd'hui pour nous, on a vraiment négligé la question cognitive. Et d'ailleurs, je l'ai illustré aussi parce que on a très peu de chercheurs en France sur ces disciplines, alors qu'aux États-Unis, il y en a plein. Et donc ça montre souvent, quand on a peu de chercheurs, c'est qu'on néglige un peu un sujet, tandis que quand un pays a plein de chercheurs, c'est qu'il investit parce que ce sujet l'intéresse. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu as fait une intro très intéressante quand tu as dit on va parler maintenant des imaginaires, de la question des récits. C'est un sujet un peu léger ou au contraire très sérieux. Tu as tout à fait raison de poser l'angle comme ça parce que c'est exactement ça le sujet. Il y a des gens qui pourraient croire que c'est un sujet léger parce qu'après tout, toi tu es un communicant, moi je suis une petite militante, on est quand même là pour être la cerise cherry on the cake de tous ces ingénieurs qui travaillent et qui font une révolution énergétique en Europe. Ça s'entend. Mais je crois que ça, c'est le grand drame de la civilisation industrielle et des modèles tayloro-fordistes, en fait, qu'on a, qui est en fait la civilisation du fossile. Parce que c'est quand on a eu l'énergie, quand on a eu le fossile, qu'on a commencé à fonctionner comme ça et que ça a créé toute une organisation et un rapport au monde. Et donc aujourd'hui, comment sortir du fossile, puisque c'est toute la question, sans changer notre façon de penser et changer nos lunettes, changer notre approche. Et changer l'approche, c'est les politiques et les communicants, et, enfin les créateurs de récits au global qui peuvent le faire. Et d'ailleurs, on a tendance à imaginer que les politiques sont pas des créateurs de récits et que ce serait moins noble. On a vraiment abîmé notre approche du récit. Or, comment on peut imaginer que le récit est moins noble alors que le récit est la composante de la démocratie ? La démocratie, sa définition, c'est de remplacer la force par les mots. C'est pas plus compliqué que ça. Donc à partir du moment où on crée une société qu'on espère pacifique, où on remplace le rapport de force par un dialogue, alors le dialogue, c'est la chose la plus importante dont on dispose. C'est la chose qu'on doit chérir le plus. Et aujourd'hui, quand on voit à quel point on est allé loin, c'est que le dialogue veut plus rien dire. Alors les politiques, moi je me suis farcie 2h30 de débat pour les élections européennes hier. Je vous assure que même quand on est une geek de la politique comme moi, c'est dur quoi. Les mots ont plus de sens. Les candidats, on a du mal à les croire, alors même que moi je crois en la politique et que je pense être la plus optimiste. Voilà, c'est dur quoi. Donc j'imagine même pas comment c'est pour la plupart d'entre nous. Donc les mots sont vraiment abîmés et les entreprises aussi, et la pub a sa part de responsabilité là, je te rejoins, parce que le greenwashing aujourd'hui, ils ont pris tous les mots et ils les ont tordus dans tous les sens, et aujourd'hui
la transition écologique ne veut plus rien dire pour tout le monde. Et la preuve, c'est qu'il y a 20 ans, la défiance sur le discours des entreprises était de 20%, et que 20 ans plus tard, elle est de 65%. Donc aujourd'hui, les gens ne croient plus ce que racontent les entreprises. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, et c'est un paradoxe, c'est que la transition écologique a émergé dans le discours grâce aux greenwashers. Mais ces greenwashers, on ne peut pas seulement les accuser, évidemment. La vérité est toujours grise, hein. Il ne faut jamais accuser trop quelqu'un, voilà. Parce que en fait, c'était les gens qui sentaient les tendances dans les services marketing, les pubards, etc. Ils commencent début des années 2000 à dire attendez, là les amis, les gens veulent du vert. Ça monte, ils veulent une meilleure santé. C'est l'époque où Coca sort une gamme verte. Souvenez-vous quand même, elle n'a pas duré parce que c'était quand même trop de foutage de gueule. Mais voilà, c'est le moment où le logo McDo passe du rouge au vert. Il est devenu vert à ce moment-là. C'est le moment où, en fait, c'est le marketing qui dit attendez, moi je sens une tendance. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le marketing, il sent une tendance au service de son employeur qui a un but capitalistique, et je ne remets pas ça en question non plus, qui est la recherche du profit. Et ce n'est pas une vision sociétale, une entreprise à mission, avoir un rôle dans la société, comment on fait avancer les transitions, etc. Et donc, il y a eu ce décalage qui fait qu'à la fois, ils ont fait émerger le sujet. Donc, ça a, je pense, servi aussi à beaucoup d'éveil, enfin, ça a permis l'éveil des consciences pour beaucoup. Mais en même temps, ils ont abîmé les mots, twisté les mots. Et aujourd'hui, quand on parle avec... j'ai échangé hier avec quelqu'un qui est chez Bicorp depuis 15 ans, qui me disait, moi, le défi de ma vie, c'est de trouver un indicateur qui permet de voir la vérité et de ne pas se limiter aux déclaratifs ou aux mots. Et dans la transition énergétique, vous le savez, vous avez peut-être vu cette super série d'Argent et de sang qui revient sur toute l'arnaque carbone. Et je trouve que c'est une super série, mais on les voit à un moment dire on va sauver la planète, il n'y a pas de raison qu'on sauve pas la planète tous ensemble. En fait, à un moment, cette histoire, c'est devenu une opportunité pour tout plein de choses. Et donc, on a perdu le sens. Et pour moi, je termine là-dessus, le sens, la direction, encore une fois, c'est le rôle du politique. Et peut-être que, qui peut me dire, vu qu'on n'est pas nombreux, qui a inventé la phrase on peut pas opposer fin du monde et fin du mois? Vous l'avez tous déjà entendu. Qui a déjà entendu cette phrase? Vous pouvez lever la main, comme ça je vous fais pas parler. Qui a déjà... Ah, les autres sont... Bon, on l'entend, les autres sont endormis, bon, après tout. Non, on va quand même pas opposer fin du monde et fin du mois. C'est Emmanuel Macron qui a inventé cette phrase. Voilà, c'est le président de la République. Ça fait rire quelqu'un. C'est le en même temps, en fait. Comment? C'est en même temps. En même temps, on va... Bah là, c'est pas en même temps, c'est ni l'un ni l'autre, du coup. On va pas opposer fin du monde et fin du mois. Et en fait, on se rend pas compte, c'était au début de la crise des Gilets jaunes, au moment où il y a cette histoire de taxe carbone et qu'il y a des manifs qui démarrent, Emmanuel Macron prend la parole et il dit il faut arrêter... on peut pas penser la fin du monde tant qu'on pense pas la fin du mois, en gros. Et donc, il fait penser à tout le monde. Et encore aujourd'hui, on est en train de ramer pour lutter contre cette idée qui, en plus, est fausse. Parce que la lutte contre le réchauffement climatique, elle est dans l'avantage des plus pauvres et elle est dans l'avantage de la réduction des inégalités. Donc cette idée, déjà, elle est fausse et ensuite, elle est un drame pour la transition écologique. Et ça, on ne se rend pas compte à quel point la parole d'un homme, parce qu'on peut dire les budgets de la pub, on peut parler des budgets de la campagne de com de Total qui est aux couleurs LGBT pour nous expliquer que c'est woke et que c'est super. On peut parler de ça pendant des heures et parler des millions qui sont injectés pour nous faire croire ci et ça. En attendant, il y a un homme qui dit un mot et ça abîme. Et moi, je suis dans les médias et je fais la transition écologique dans les médias et quoi que je dise, on me répond ça depuis 6 ans. Donc aujourd'hui, il y a un moment qui façonne le discours, qui donne la direction. Et j'en reviens à mon premier point qui était la crise politique doit se résoudre avant la crise climatique. Sinon, on n'y arrivera pas, je crois. Alors j'ai des questions sur ce que tu disais tout à l'heure sur les entreprises pour toi, Thomas, mais avant je voulais juste rebondir sur ce que tu disais aussi parce que le président Obama, quand il était là, parlait de résistance. Mercredi, il a dit que si on essayait trop de pousser les gens de manière peut-être trop directive vers la transition, les gens allaient se rebeller et on risquait d'avoir l'effet inverse en fait de résistance. Est-ce que là aujourd'hui c'est un risque que vous sentez tous les deux ou on n'en est pas encore là? Si, je crois que si. Et dans le Mage du Kremlin, qui est cet essai qui raconte une conversation fictive entre Poutine et son spin doctor, il y a pour moi la meilleure phrase de la décennie. C'est donc Poutine qui dit à son spin doctor, c'est fictif, hein, c'est un roman,
tout ce qui est écolo, vegan, bobo, woke, féministe, ne fait rien. Il travaille pour moi à temps plein. Et ça, c'est vrai. Comment on fait pour ne pas travailler à temps plein pour le camp adverse? C'est-à-dire le camp qui veut le recul et qui est climato-sceptique. Il ne faut pas oublier qu'il y a 30% des gens dans les études, à peu près, qui sont climato-sceptiques. Donc comment on fait pour travailler pour la transition écologique et travailler pour une transition qui est inclusive et qui n'est pas contre les entreprises enfin voilà, moi, ce qui me fait vraiment peur et ma distinction politique avec certains qui portent des discours, c'est ceux qui s'opposent au business, ceux qui s'opposent à l'entrepreneuriat. Voilà, comment faire sans les acteurs de l'énergie, par exemple? C'est impossible. Enfin, faut arrêter de rêver. Donc c'est vrai que on peut travailler à contre-courant de ce qu'on cherche. Par contre, je crois vraiment que malheureusement, le vrai enjeu, c'est le temps. C'est le temps parce que on n'a pas le temps, mais c'est aussi le temps parce que ce soit un chef d'entreprise dans une entreprise à capitalisme actionnarial classique ou un homme politique qui répond à un mandat de 5 ans, de 6 ans, de 8 ans, tout le monde pense court terme. Et tout le monde pense ou à sa réélection ou à sa rester en place. Parce qu'on en a vu un qui a essayé de bouger un peu les lignes, c'est Emmanuel Faber, et il s'est fait virer de chez Danone. Et non mais c'est vrai, on reste encore là-dessus des années après parce que dès qu'on essaye de faire quelque chose, les actionnaires aujourd'hui, ça répond pas à la logique dans laquelle on est. Mais c'est pas que dans le politique, puisque quand on indexe la rémunération des patrons sur des objectifs climat, ce sont en général effectivement des objectifs à atteindre, et eux ne seront plus à la direction de l'entreprise depuis fort longtemps, a priori, à ce moment-là. Enfin, peut-être beaucoup d'exemples d'entreprises qui sont indexées, de chefs d'entreprise qui sont indexés sur leurs résultats climat. De la rémunération des dirigeants, il y en a, ouais. Tous les COMEX du CAC 40 ont évidemment des variables qui dépendent notamment de l'environnement. En variable, ouais. Et par exemple, tous les cadres qui ont une prime au sein du groupe La Poste, donc La Poste 250 000 postiers, il doit y avoir peut-être 50 000 cadres, tout le monde a une part de son variable sur des critères environnementaux. Mais c'est assez récent, il y a 10 ans, il y avait la moitié du CAC, voilà, et c'est difficile à croire, mais Patrick Pouyanné a des éléments de son variable sur des critères environnementaux. Voilà. Et donc, pour rebondir sur ce que tu dis, alors moi les 30% de climato-sceptiques, j'en avais pas autant, mais ça m'inquiète. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a un affrontement dans les médias sur ces sujets-là. Je pense que le rôle des entreprises, c'est aussi de montrer une vision de l'avenir, de participer à une invention. Ça passe avant tout par l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des plans qui se font sur Vision 2030, Vision 2050. Alors ça, un peu moins, mais il y a des entreprises qui travaillent sur l'innovation et la prospective à 15 ans, à 20 ans. Notamment avec des jeunes diplômés, avec les hauts potentiels, comme on dit, pour essayer d'inventer la boîte de demain. De toute façon, elle est obligée de le faire parce que typiquement, toutes les grandes entreprises vont aller vers une stratégie climat ambitieuse sur comment je réduis mes émissions de GES et de carbone en particulier. Et pour être SBTI, il faut quand même s'engager avec des choses très sérieuses. Là, il y a un niveau qui a augmenté, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la CSRD. Si on parle technique 2 secondes, de la directive de reporting européenne, ça, il va falloir publier plein d'indicateurs. Vous avez peut-être regardé, il y a je crois 1200 ou 1300 data points, donc les entreprises sont obligées de s'engager. Il y a une pression des actionnaires en partie, de plus en plus, même dans les AG de Total Energy en l'occurrence. Il y a des gens, il y a 40% des gens qui ont voté une proposition d'une association, enfin voilà. Il y a les collaborateurs qui sont en attente très très forte. Il y a des consommateurs, et notamment en France, comme tu le disais, c'est-à-dire la France, dans les panels, est clairement en avance sur la connaissance des enjeux RSE, sur une capacité à avoir une consommation responsable. Voilà, donc aujourd'hui, il y a quand même une évolution assez forte des entreprises. Le rôle et des pressions. Le rôle des entreprises, maintenant, c'est de montrer une vision, d'essayer d'avoir clairement, pour l'instant en interne, c'est ce qui est en train de se mettre en place, une vision assez long terme et comment la RSE fait partie de cette vision-là, parce que tout le monde le dit, enfin moi, les 30 ou 40 clients qui à l'agence me disent, nous, la RSE fait partie de notre ADN. Depuis 1987. Tous les gens que j'interviewe aussi, c'est marrant, ils me disent tous ça. Tout le monde. Voilà.
Après, la réalité, c'est qu'il y a un mouvement. Voilà, les entreprises qui passent par la CEC, la CSRD est en train de faire mal. Aujourd'hui, il y a 6000 entreprises qui vont avoir besoin d'un directeur développement durable, directeur RSE. Il y en a 500 à peu près en France. Donc, si vous cherchez un job, vous pouvez aller vers ces métiers-là. Mais on voit bien que, et comme l'économie est par définition systémique, ceux qui vont devoir déclarer tous leurs data points dans la CSRD, en fait, ça va obliger les entreprises plus petites à s'intéresser à tous ces sujets-là. Donc l'Europe, aujourd'hui, fait un bon boulot. Tu parlais du gouvernement français avec la loi contre la fast fashion. Il y a des lois qui sortent, ça avance quand même pas mal. Évidemment, c'est pas assez. Évidemment, le climat va plus vite que la loi et que l'économie. Mais moi, j'ai envie d'être optimiste et d'essayer de voir les points positifs et de s'appuyer là-dessus pour avancer. Voilà. Et après, la désirabilité, il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent sur ces sujets-là. Comment je réinvente mon discours pour avoir de la crédibilité, il faut être aligné. Et il y a des entreprises qui commencent à arrêter certains produits, à se remettre en question vraiment sur, de toute façon, si je veux être SBTI, si je veux respecter l'accord de Paris, etc., il va falloir que j'arrête certains produits. Donc, après, tu vas penser que je suis défenseur de Total Energy, donc je vais vite arrêter de parler de cette entreprise que je connais à peine. Ils ont vendu leur réseau de stations-service dans quelques pays de l'Est l'été dernier. Donc, il y a une dynamique, enfin bon, voilà. Donc, beaucoup d'entreprises sont en train de se bouger. Dans les belles entreprises françaises, il y a Decathlon qui a une très belle stratégie, qui nous fait des belles campagnes, qui parle de réparabilité, qui commence à dire arrêtez d'acheter mes produits, mais louez-les. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont lancé il y a 2 ans une offre qui s'appelle We Play Circular, où un foyer, une famille, peut louer pour 25 €, 50 €, 75 €, 400 € de matériel à la maison, 1000 € ou 2500 €. Et en fait, les gens utilisent de plus en plus, font des sports de plus en plus différents. Le vendredi soir, j'ai prévu de faire du week-end, du kayak tout le week-end. Je ramène mes 4 VTT, je prends mes kayaks. Et lundi, quand je reviendrai, peut-être que les VTT seront plus là, j'en prendrai d'autres d'occasion, etc. Il y a des entreprises qui nous racontent des histoires un peu nouvelles. Il y a une véritable accélération depuis le Covid, depuis la loi Pacte, depuis 4-5 ans globalement. Et ça, c'est ce que je constate vraiment sur le marché. Alors, 2 questions. Est-ce que ces nouveaux récits séduisent? Est-ce que finalement, se présenter comme une entreprise vertueuse dans les médias, ça marche ou les gens doutent un peu? Et deuxième chose, est-ce qu'on voit émerger des business models qui réellement derrière fonctionnent en fait avec toutes ces histoires, ou est-ce que c'est juste un petit récit pour séduire à un petit endroit et non pas une voie d'avenir? Peut-être que Flora Non, aussi typiquement, un pour avis. reparler de Decathlon, donc c'est un Belge qui s'appelle Luc Terlink qui a inventé ça, qui est à Paris lundi, je le sais parce que je le vois, et qui revient à Change Now et qui est pas mal, qui travaille avec de plus en plus d'entreprises françaises. Donc ce principe qui s'appelle We Play Circular, il est très positif, il plaît à tout le monde. Il plaît au directeur financier parce qu'il gagne plus d'argent. Il plaît au directeur de la durabilité parce que les produits qui sont dans cette offre-là, on les conçoit pour qu'elles soient le plus durables, le plus réparables possible, etc. Et elle plaît au consommateur parce que le consommateur, il fait 2 fois plus de sport et globalement, il est fou amoureux de Decathlon. Donc, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Et est-ce que ça va être massif? Oui, ça va être massif. Et il y a une vraie réflexion totale chez Decathlon, qui est l'entreprise que je connais bien. Et il y avait le maire de Chamonix. Il s'avère que moi, je travaille avec les marques montagne, donc Quechua, Forclaz, les marques montagne de Decathlon, qui sont basées à Chamonix. Les managers de chez Decathlon, c'est des mecs qui sont nés à Serre-Chevalier, qui sont nés à Megève et qui sont des fous de sport et qui ont une ambition climat décarbonation réelle. C'est-à-dire la boîte, elle est comme ça, mais ils disent, nous, le bilan carbone, on va le mettre comme ça. Donc oui, c'est une réalité, ça marche. Globalement, tout le monde est content. Voilà, aujourd'hui, on voit apparaître des offres comme ça. Il n'y en a pas assez. Deuxième exemple, c'est les renoncements. Vous connaissez évidemment tous j'allais dire la blague, c'est presque une blague maintenant, donc je vais à peine en parler, c'est la pub de Patagonia sur le Black Friday 2011 où ils disent « We don't buy this jacket ». Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 5 en 10 ans, premier point. Et autre exemple plus franco-français, en 2017, Biocop dit
on arrête de vendre des bouteilles en plastique avec de l'eau à l'intérieur. C'est une formulation un peu comme ça, taquine, parce que évidemment c'était surtout de l'eau qu'ils vendaient, mais on arrête de vendre des bouteilles en plastique. Et au bout d'un an, on s'aperçoit qu'il y a 3% de clients qui sont partis et 15% de clients qui sont arrivés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus dans les magasins parce qu'il y avait des produits en moins. Moi, j'ai fait une école de commerce il y a 25 ans. Je ne connaissais pas le principe de j'enlève les produits du rayon et il y a de plus en plus de gens qui viennent. Voilà, donc ça veut dire que les gens achètent des valeurs, qu'ils achètent un discours, qu'ils achètent peut-être une posture, mais en tout cas chez Biocop, oui, il y a toujours des gens qui vont dire c'est aussi des méchants, etc. Globalement, il y a des nouvelles stratégies d'offres, que ce soit Decathlon ou que ce soit Pata, plus Biocop et plein d'autres. Il y a une banque en Australie, qui est une banque mutualiste, qui a décidé d'arrêter de financer l'achat de véhicules thermiques. Ils vendent, du coup, enfin, ils financent des véhicules hybrides ou électriques, et ils ont gagné plein de clients. Donc voilà, si vous êtes directeur marketing, posez-vous des questions sur quel est mon pourcentage de chiffre d'affaires climaticide, 5% qui font 25% de mes émissions, et quel est mon chiffre d'affaires durable. Ça, des entreprises le font, des 4, c'est 5%. Voilà, c'est la réparation des vélos, les trucs comme ça. Et comment je fais pour développer ce chiffre d'affaires? Parce que de toute façon, il n'y a que celui-là qui va exister dans 10 ans. J'ai été hyper long et tu as certainement plein de choses à raconter. Tu veux que je réagisse à ça? Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, même si je suis d'accord sur le récit. Donc, je vais commencer par dire nos points d'accord. C'est sûr que si on dit, je sais pas, j'imagine que les personnes dans la salle sont entrepreneurs dans la transition énergétique. C'est sûr que si on dit aux gens ça sert à rien, c'est nul, oui, bon, bah ça sert à rien, c'est nul, ça n'a jamais donné envie à quelqu'un de faire quelque chose. Donc vu qu'on est là pour parler de récit, tu as raison de donner l'exemple Biocop, l'exemple Patagonia, l'exemple Decathlon. C'est vrai, et c'est vrai qu'il y a une tendance qui émerge. Et il faut donner aux gens l'envie, le soutien et les rassurer sur le long terme. Sur le long terme, là aussi, c'est important parce que, par exemple, sur la rénovation énergétique, je connais plusieurs acteurs du BTP avec lesquels mon entreprise travaille qui étaient assez enthousiastes avec les aides publiques qu'il pouvait y avoir et qui viennent d'être coupées. Donc, ils me disent, nous, on crée une BU, on recrute des gens, on y va, on est à fond. Et en fait, là, ça change tout le temps. Oui, mais on dit toujours de ne pas bâtir un business model sur des potentiels tax reduction ou avantages fiscaux. Donc c'est... Bien sûr, mais en tout cas, ça donne une dynamique, ça donne une vision, ça donne un cap, et on imagine qu'il y a une demande. Je vais vous donner un autre exemple, le bio. Pourquoi le bio, ça marche pas? Parce que c'est un vrai sujet de récit. Parce que un œuf bio au mois de janvier 2024, donc ma stat a à peine 2 mois, ça a coûté 40 centimes chez le producteur, 50 centimes en magasin bio, 70 centimes dans la grande distribution. Donc ce qui vous a fait croire que c'était plus cher, c'est la grande distribution qui s'est dit super, on va faire un marketing de luxe et on va raconter l'histoire comme si le bio coûtait cher. Du coup, il n'y a pas de demande puisqu'on a tous aperçu l'inflation quels que soient nos revenus, et donc c'est vrai que c'est embêtant pour tout le monde de se dire je vais payer plus cher pour acheter mes produits bio. Allez chez Biocop, vous allez voir que vous sortez avec un panier moyen qui n'est pas du tout supérieur à la fourchette moyenne des du courses. Monoprix du centre de Paris peut-être. En revanche, qu'une grande surface discount, je suis pas sûre. Ah bah il faut aller voir le vrai l'hard discount. Non, mais je dis que le milieu de gamme Leclerc en province, c'est même genre. Hein. Si, il faut vraiment. Enfin, moi, je fais souvent l'expérience. Mais moi aussi. En Normandie. Je trouve pas, et le marché du samedi matin est compétitif aussi. Oui, ça dépend duquel, mais oui, tout à fait, ça peut, absolument. Peut-être pas en fait, le 16e, madame. Oui, tout à fait. Et en fait, ça aussi, c'est un récit de nous raconter que le bio, ça coûte cher. Et donc là où je te rejoins, c'est que les personnes comme toi sont essentielles pour rentrer dans la bataille du récit et pour raconter que Biocop, c'est moins cher et convaincre des consommateurs comme toi qui ne sont pas convaincus. Et même, enfin voilà, c'est là que les budgets de pub, malheureusement, en plus, sont plus gros chez les gros acteurs, ce qui est logique, puisqu'ils dépendent des revenus. Et donc, c'est un peu David contre Goliath à ce niveau-là. Parce que pour que Veja fasse autant de pubs
que Nike, ils auraient besoin de plus de revenus, quoi, plus de recettes. Donc forcément, ils ont décidé de ne pas en faire du tout. En plus, donc voilà. Non mais à un moment, si on veut se battre à même échelle pour remplacer le Coca-Cola par du kombucha, il va falloir beaucoup d'investisseurs. S'il y a des actionnaires dans la salle, on peut peut-être en parler. Donc je suis d'accord sur ça, sur la bataille des récits, sur comment on crée du désirable et comment on montre aux gens que le bio, le marché, en fait, il faut créer la demande. C'est comme la voiture électrique. Et on a créé la demande là, on est en train de la créer. Il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de s'en procurer une, grâce à l'État, grâce aux publicitaires, grâce à une série de choses. Maintenant, là où je suis pas d'accord, c'est que je suis un peu fatiguée d'entendre les mêmes, ce que j'appelle le use case Patagonia. Il y a 3-4 use. Ouais, non, mais je te l'avais dit en plus en amont de cette table ronde, le use case Patagonia, moi, il me fait un peu flipper parce que Patagonia, c'est une super belle marque, c'est magnifique. Souvent, ça reste des entreprises assez particulières parce qu'elles sont, le capital est familial. Il y a d'autres en fait enjeux dans l'entreprise que du capitalisme financiarisé comme on le connaît, assez classique. C'est même une fondation qui s'appelle Mère Nature, qui est propriétaire maintenant de Patagonia. Non, mais voilà, mais même le groupe Rocher, il y a un super exemple à donner, mais quand vous parlez avec la famille, il vous explique pourquoi il y a des valeurs de transmission qui sont plus fortes que... voilà, donc en fait, il y a souvent une particularité qui explique ces use cases, et donc on n'a pas encore réussi à en faire une norme économique. Et là où je suis un petit peu fatiguée, c'est parce que je découvre que le capitalisme, il est... Ah ok, moi je continue. Le capitalisme, il est parfaitement dépolitisé. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que le capitalisme, il suit une tendance. Ces dernières années, la mode, c'était d'être woke, LGBTQI+, féministe. Donc il y a eu des super campagnes, parce que je crois que tous ces thèmes écolos, il y a eu des super campagnes, parce que toutes ces campagnes, elles vont ensemble. Je crois que si demain, la mode, c'est d'être... Et encore, c'est la mode chez nous, mais moi j'avais parlé avec Sephora, qui avait un problème, c'est qu'ils étaient obligés de faire des campagnes monde, et les campagnes LGBT, ils ne pouvaient pas les faire dans tous les pays du monde parce qu'ils se heurtaient aux lois de beaucoup de pays. Donc ça aussi, c'est une perspective très, très culturelle en fait. Et donc je crois que le capitalisme est juste au service de la culture dominante dans un pays à un moment donné. Et qu'il ne faut pas compter sur le capitalisme pour avoir une conviction politique. Si vous voulez, je ne crois pas du tout au corporate activisme. Sauf certains cas alternatifs à la Biocop, etc., qui sont super, qui sont des entreprises militantes, mais pour moi, ça ne peut pas devenir la norme. Et donc, je crois que le capitalisme, il suit un mouvement culturel et que ce n'est pas du tout son rôle d'avoir des convictions. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Le capitalisme, c'est un système assez souple qui permet l'entrepreneuriat, qui permet la création de valeur, la création de richesse. Voilà, maintenant, il faut le rentrer dans le donut qui permet de faire de l'économie dans les limites planétaires. Mais je crois qu'on peut être capable de ça. Donc, je suis aussi optimiste et je suis aussi enthousiaste. Mais pour des raisons différentes. Parce que je pense que tant qu'on dira les entreprises sont libres, en fait, je crois, là où on a un désaccord, c'est je crois qu'on a une vision totalement biaisée du libéralisme, qui est aujourd'hui un alors désolé de vous faire la foire au concept, ça parle pas beaucoup, mais qui est un néolibéralisme où on considère que tout cadre est mauvais et qu'on va attendre des entreprises de elles-mêmes donner la direction, de elles-mêmes faire quelque chose. Or, la liberté, la définition des philosophes des Lumières, c'est justement la liberté des uns s'arrête là où démarre celle des autres. Et c'est précisément de dire pas de retraités sur une planète brûlée comme on l'entendait dans la réforme des retraites. C'est de dire si on respecte pas les limites planétaires, le coût de l'inaction sera supérieur au coût de l'action. Il n'y aura plus de business sur une planète qui ne fonctionne plus et qui ne tourne plus. Donc en fait c'est juste du bon sens parce que c'est rien de plus. Et le problème c'est que le capitalisme il suit la culture qu'on lui donne et qu'on lui impose. Après, on a aussi beaucoup transféré de responsabilités de l'État vers les entreprises en leur disant tiens, tu vas gérer leur retraite, tu vas gérer leur santé, tu vas gérer de leur trouver du sens à leur vie parce qu'en ce moment il y a une quête de sens. Il y a peut-être aussi un problème effectivement de positionnement de l'entreprise et de politique, absolument. Je suis totalement d'accord avec ça et je voudrais juste dire quelque chose. Moi, la CSRD, ça me saoule. Vraiment, et je pense que si vous aussi vous travaillez en RSE, ça doit vous saouler tout autant que moi, parce que à moins d'être un fou fanatique de l'administratif, j'ai jamais rencontré de fanatique de l'administratif, ça doit exister, à moins d'être un fanatique de l'administratif, on peut pas s'éclater sur de la CSRD quoi. Le problème, c'est exactement le même qu'ont les agriculteurs, c'est exactement le même qu'ont les gilets jaunes, c'est exactement le même partout, c'est qu'on confond
les règles avec la charge administrative kafkaïenne. Et c'est ça, pour moi, on est en train de faire une erreur qui va nous coûter très cher. C'est qu'on dit non, on a trop de règles, on a trop de normes, on n'en peut plus. Mais le sujet, c'est pas les normes. Le sujet, c'est qu'on demande à des agriculteurs qui ont un travail de terrain, qui connaissent la nature, qui interagissent au quotidien, qui connaissent... Moi, je suis urbaine, ils connaissent la nature 100 fois mieux que moi, ces gens-là. Ils sont 100 fois plus écolos que moi. J'ai passé beaucoup de temps avec eux pendant la crise. Je peux vous dire que moi, je fais profil bas face à un agriculteur sur mes convictions écologiques. Et que je vais pas leur expliquer ce que moi, je sais depuis ma vie urbaine, où j'ai jamais vu un sol et je sais pas dissocier les arbres les uns des autres. Enfin, vraiment. Et en fait, là, on rentre dans une erreur totale, c'est qu'on se dit, bon, bah ok, on rétablit les pesticides, bon, bah ok, on cède sur l'intérêt général, parce que les pesticides, il s'agit de la santé publique, il s'agit des cancers, des agriculteurs en premier et de nous tous ensuite. Et donc là, l'erreur qu'on fait, c'est bah, on cède sur l'intérêt général parce qu'ils en peuvent plus et qu'ils étouffent. Mais ils étouffent pas de ça, ils étouffent de devoir aller remplir de la paperasse alors qu'ils devraient être sur un tracteur. C'est ça le problème. Et c'est pareil pour les entreprises. Pour moi, je suis très libérale. Je suis très libérale parce que je suis entrepreneur. Et je vois pas quand on est entrepreneur comment on peut ne pas être libéral, puisque on est quelqu'un qui aime faire, qui aime créer, qui aime entraîner les gens dans une voie. J'imagine que tu partages la même chose puisque tu es entrepreneur aussi. Juste, on comprend plus rien à ce que c'est le libéralisme. Moi, je veux qu'on me donne des règles. Et d'ailleurs, en créativité, et je conclus sur cette histoire des récits, quand vous faites des cours, vous prenez des cours de créativité, on vous dit que la créativité, elle naît du cadre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le problème, c'est un problème de cadre. La Ve République, c'est un cadre, c'est une règle du jeu, elle dysfonctionne. L'entreprise, c'est un cadre, c'est une règle du jeu, elle dysfonctionne. Les gens n'ont plus envie d'aller au travail. Voilà, tous nos cadres sont malades. Et tant qu'on n'attaquera pas la question du cadre et de redéfinir ce que c'est le libéralisme, ce que c'est nos valeurs, moi je trouve que notre pacte liberté, égalité, fraternité, il est super. On n'a pas besoin de le changer, mais on a besoin de redéfinir ce qui nous permet de faire communauté. Et à ce moment-là, peut-être, on pourra parler du peuple français. C'est une assez bonne conclusion pour cette partie. Thomas, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour conclure cet échange ? Que le rôle des marques, c'est d'inventer des récits. C'est aussi un peu de ringardiser le passé. Et pour ringardiser le passé, il faut proposer quelque chose de positif. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas tellement, et d'ailleurs, j'avais fait une étude sur 4200 marques, signatures de marques, et il n'y en a pas une qui utilisait le mot de sobriété. C'est assez logique, mais en fait, une marque, elle ne promet pas moins. Elle doit proposer autre chose. Et c'est ce autre chose qu'on n'a pas encore réussi. Excusez mon accent du sud-ouest. Moi, je dis autre chose. Je ne sais pas dire autre chose. Voilà. Mais on est obligé de proposer un nouveau récit, d'inventer ce nouveau récit. Moi, je suis persuadé qu'il sera basé sur les relations entre les personnes. On voit bien que toutes les études socio, philo, etc. démontrent que les gens sont heureux s'ils ont plein d'interactions relationnelles, que la propriété ne fait pas le bonheur. Voilà, donc il faut que les marques arrivent à faire comprendre ça. J'en peux plus d'entendre que les influenceurs qui influencent nos jeunes, c'est des mecs de Marseille qui vivent à Dubaï. Donc il faut qu'on réinvente la communication, c'est urgent. Je pense que c'est un travail qui doit être fait par la direction générale, par la direction marketing communication, pour donner envie. Par exemple, la sobriété, en Belgique et au Québec, ils parlent de simplicité volontaire. C'est pas le même mot, il y a moins de contrition, on se fait moins mal. Donc voilà, il faut qu'on ringardise le passé, il faut qu'on ringardise les anciens modèles économiques, mais il faut qu'on en invente de nouveaux où il y a plus d'amour, plus de générosité. Ouais, j'ai bien envie de conclure sur l'amour. Je pense que c'est peut-être ça la voie de demain, de réinventer la désirabilité, l'amour de l'autre. Voilà, n'y voyez aucun discours orthodoxe, religieux, voilà. Mais c'est dans les relations qu'on va s'épanouir, qu'on va construire. Et je pense que les marques doivent réinventer ça et doivent proposer aussi cette coopération dont je parlais. Voilà, comment on recrée de la concorde dans un moment où la démocratie est en danger quand même. Enfin, moi, perso, j'ai très peur. Je suis tout à fait d'accord. Et puis surtout, il y a un adolescent sur 5 qui a des pensées suicidaires. Donc c'est pas sérieux.
Voilà, hein. C'est pas sérieux la société qu'on a créée, c'est ça le sujet. Vous savez, je me pose tout le temps des questions politiques. La plus large que j'ai réussi à trouver, c'est comment on fait pour vivre tous ensemble. Je vois pas quelle question plus large politiquement on peut poser. D'ailleurs, c'était la question d'Aristote quand il parlait de l'animal politique. C'est vraiment ça, sa pensée. Donc la seule question qu'on doit tous se poser, c'est comment on vit tous ensemble. Pour l'instant, on vit pas bien tous ensemble puisqu'on compromet nos chances futures, déjà présentes, et surtout nos adolescents ont des pensées suicidaires. C'est pas raisonnable. Donc en tant qu'être humain, parent, peut-être grand-parent un jour, il va falloir leur dire, moi, ce que je faisais en 2024, c'était quoi? Dans 20 ans, 30 ans, je sais pas ce qui va se passer. Mais moi, je m'achète ma bonne conscience pour plus tard. Donc j'espère que vous aussi, parce que tu as tout à fait bien conclu. Ce dont on a besoin, c'est d'amour, c'est de lien social, c'est de sens, et on vit une crise spirituelle, et pas, je parle pas de religion, hein, je parle juste d'une crise du sens qui est extrêmement profonde et qui peut pas nous mener quelque part de bien. Donc voilà, c'est ça le sujet, et je crois que c'est un sujet très sérieux et très profond, en fait, très essentiel. On est aujourd'hui face à une crise existentielle essentielle. Tout à fait. Je pense que cette table ronde aura abordé des sujets profonds plutôt que des sujets légers. En tout cas, un grand merci à tous les deux. Moi, je suis ravie qu'on ait terminé ce sommet sur ce type de propos. Je trouve ça fondamental. Merci à tous. Merci évidemment aux organisateurs de ce sommet, à qui je vais céder la scène. Merci pour leur invitation et pour l'organisation de ces 2 jours formidables. Merci beaucoup. Bonjour. Qu'est-ce que c'est difficile pour nous pour passer après tous ces talentueux intervenants. Et j'en ai vu 5 ou 6 qui dormaient. Alors on va juste essayer d'être super court, le temps que vous arriviez à vous réveiller. Jean-Charles, je te laisse démarrer. On a 4 minutes 12, t'as vu, c'est pour ça qu'Obama, il lui restait que 2 minutes 06. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? On va faire assez vite parce qu'on est un peu fatigué. Belle charge émotionnelle, ce sommet. On va commencer, pour ne pas oublier, par les remerciements. Donc on va remercier les équipes du CNIT qui ont géré les déplacements, qui ont géré l'organisation, qui ont mis à disposition les salles. Viparis également, qui nous a beaucoup aidé pour tout ce qui était billetterie, tout ce qui était, pareil, organisation événementielle, parce que comme vous l'avez compris, en fait, on n'est pas des organisateurs d'événements, on est avant tout des professionnels du solaire photovoltaïque. On va remercier notre régisseur général, Boris Boyadjian, qui a travaillé très très dur, et je pense qu'il a bien mérité quelques jours de repos. On va remercier aussi Bruno Benchetrit, qui s'est occupé de la communication et qui nous a accompagnés depuis le début, avec lequel j'avais pris l'avion il y a 1 an et demi pour aller rencontrer les équipes, le bureau de Barack Obama. Les équipes de la tribune, avec la rédaction du livre blanc que vous allez pouvoir, avec lequel vous allez pouvoir repartir. Je ne sais pas s'il en reste encore, j'ai pas vu les stocks. Oui, on me dit que oui. Donc, qui avait été rédigé par les équipes La Tribune, avec le soutien de Sonia, qui a été vraiment à la manœuvre pour la rédaction aussi. Je vais surtout pas oublier, je dis mes formidables équipes Power Group, qui ont supporté ma bêtise, mes bêtises, tout au long de ces 18 mois, quand je leur ai dit qu'on allait monter quelque chose pour accélérer la transition énergétique. Les industriels, nos partenaires, fabricants, panneaux, onduleurs, structures d'intégration, nos copains de jeu, finalement, avec lesquels on travaille très régulièrement, les installateurs, les développeurs, qui nous ont fait la gentillesse de, eux aussi, supporter cet événement, conscients qu'il était vraiment nécessaire. Pour
ceux qui ont eu la chance de déguster quelques bouchées, on peut aussi remercier le traiteur qui a fait un boulot assez formidable tout au long des 3 jours. La maison Le Nôtre. Les vins du Sud, la maison Sainte-Marguerite, Château Sainte-Marguerite. Et puis on va faire aussi un remerciement à ce grand monsieur, Barack Obama, qui nous a fait la gentillesse de venir adouber l'événement avec ses équipes. Sans oublier l'Agence internationale de l'énergie, qui a lui aussi, encore une fois, légitimé l'événement et compris le contenu et qu'il était nécessaire et urgent d'agir. Et après, je vais partir sur note parce que j'aime pas ça du tout. Et au-delà de la cérémonie d'ouverture, qui a été un franc succès et qui a mis la lumière sur notre profession, je pense que ce que j'ai entendu dans les allées, c'est que la qualité extrême des intervenants et des tables rondes qui ont eu lieu vont forcément ruisseler et sortir des idées. Donc de cette réflexion, il faut qu'il sorte des actions, parce que réfléchir c'est bien, mais ce qu'on disait, agir c'est mieux. On ne peut pas faire de promesses de timing, parce qu'il y a beaucoup de travail pour décortiquer tout ce qui s'est dit pendant ces 3 jours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a la volonté forte de dégager quelques thématiques. On va entre 5 et 10 probablement, suivant les différentes thématiques engagées. Les extraire, les travailler avec des groupes de travail qu'on va monter là dans les semaines à venir. Et l'ambition, c'est de les porter avec une feuille de route devant nos décideurs, d'essayer d'enfin les embarquer, parce que une fois de plus, ils ont un peu brillé par leur absence. Et puis on a quand même le sentiment que cet événement, pour une première, a vraiment satisfait ses participants et qu'il a peut-être bien trouvé sa raison d'être. Et on va pas vous faire de promesses non plus, encore une fois, mais on a bien envie de remettre le couvert avec encore un petit peu plus de consistance et puis fort d'une première expérience. Donc vive le Power Summit. Je complète un peu. Oui, je pense qu'on s'en va tout droit vers un deuxième summit. Vous donner dès ce soir quand est-ce qu'il aura lieu, c'est assez difficile. J'ai croisé 2 personnes qui m'ont dit mais on est sur une sorte de think tank de l'énergie. Je crois que personne n'a osé faire ça jusqu'à maintenant. Je crois surtout que c'est une réussite dont on a été le premier très heureux de constater ça, en ruissellement des 2 autres sommets, enfin qui ne sont pas des sommets, qui sont des salons du photovoltaïque à Montpellier, qui se passe d'habitude les mois de décembre, et de Bipositive qui est tous les 2 ans à Lyon. Et il n'y avait rien à Paris. Le constat est qu'au bout de 2 jours, il y a un vrai besoin sur Paris. Merci à tous ceux qui sont venus écouter. Je crois que c'est un vrai succès. On a été sidérés. Merci à tous les intervenants de différents univers. Là, je comprends que c'est le marketing qui a pris la main là, sur la dernière intervention. Un gros éléphant est au milieu de la pièce. Ce sont les autres énergies. Les autres énergies, je veux parler du nucléaire, je veux parler de l'éolien, je veux parler de la méthanisation. Ces gens-là, demain, on va souhaiter les aspirer pour intervenir au cours de notre sommet. Deuxième chose, il a manqué 3 grosses professions autour de ce sommet et donc je fais un peu un appel là, pour le prochain. Le premier métier qui nous manque ici, c'est les financeurs. Le monde de la banque, le monde des fonds d'investissement, le monde des fonds à impact a été quasiment absent de ce sommet. Je pense que c'est demain une des cartouches importantes, ou en tous les cas un des piliers importants de l'accélération de ce que nous devons faire. Deuxième pilier, c'est le politique. On a eu la gentillesse d'avoir 2 ministres, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la sphère politique, celle qui a la capacité à embringuer, à faire reconnaître, taper, infléchir des lois,
injecter des décrets pour accélérer tout ça, parce que, c'était Obama qui le disait, je pense que le vrai sujet qu'on a, c'est que tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, à quel que soit leur niveau dans l'entreprise, dans la société, ben on est tous, malheureusement, des gens qui n'ont pas eu cette culture, ces valeurs dans notre jeunesse. Donc on est en train de basculer vers la transition énergétique. Un des sujets, c'était de former les jeunes, hein, Obama en parlait. Mais là, on a un vrai trou pendant les 15 prochaines années, c'est que nous, les gens qui avons entre 40 et 55 ans, ben on s'en va contre nature, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on a été formé. Donc ça, il faut vraiment, et ça se passe... C'est un rattrapage. Il y a un vrai rattrapage à faire. Et enfin, la troisième profession que nous attendons, ben, c'est tous les responsables des grandes entreprises. Hein. Sur les 500 plus grosses entreprises françaises, il y en a 400 dont le siège est à Paris. Et là, il nous manque les responsables ESG, vous en parliez, tout le monde en parle. Mais là, c'est comment on agit. Ben, ici, on doit pouvoir trouver au sommet un interlocuteur qui va être capable de dire, ben, monsieur, vous avez décidé de rentrer dans la transition écologique. Comment on rentre dedans? Ben, transition énergétique, dans la transition énergétique, comment je peux faire du photovoltaïque sur mon toit, une éolienne sur un délaissé, comment ça s'appelle là, on rentre les voitures là, tellement ça me... les bandes de recharge et les carports. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui d'efficacité, d'exécution, et ça sera l'objet du prochain sommet. Je pense et je l'espère que très rapidement, dans les 2-3 semaines, on va sortir des choses qui vont percuter et que tout ça n'est que le début d'une grande histoire. Merci à tous.